Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René. Je vois qu'il y a maintenant près de 1900 abonnés. J'en suis très heureux. Et j'invite ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique, à l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire, à l'histoire même de différents groupes d'ethnies et de peuples en Afrique et des relations de nos ancêtres africains avec les Européens, à s'abonner à cette chaîne-là. Parce que je fais aussi de la déconstruction sur la fausse histoire qui continue d'être enseignée dans nos écoles et qui vient du colonisateur. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et j'invite aussi particulièrement les étudiants du département d'histoire et de tous les départements d'histoire de nos universités, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Alors, ce matin, j'ai voulu parler d'un fait important qui concerne les jeunes chercheurs en histoire, notamment ceux qui font l'histoire africaine. Quand ils vont sur le terrain pour enquêter, pour s'informer, parfois ils sont confrontés à un mensonge historique. Les informateurs leur donnent de fausses informations, surtout quand il y a des problèmes d'antériorité sur l'occupation du sol. Donc cela veut dire que la question de l'antériorité sur l'occupation du sol, pour dire quels sont les groupes ou quel est le groupe qui le premier s'est installé sur le territoire. Oui. Or, aujourd'hui, cette question de l'antériorité sur l'occupation du sol est l'objet d'intérêts présents concernant la terre. Vous voyez? Parce que ceux qui ont occupé les premiers le sol disent « Nos ancêtres étaient là avant vous. » Donc nous avons une priorité sur la terre, sur le sol par rapport à vous. Mais souvent, les autres ne l'entendent pas de cette oreille, puisque la terre est un enjeu économique important. C'est un enjeu économique fondamental. Vous voyez? Pour différentes raisons, notamment au niveau de l'agriculture. Vous voyez? Avec ces cultures d'exportation, ces cultures qui entrent dans l'industrialisation, et même des cultures vivrières, la terre est devenue un enjeu important. D'ailleurs, je passe sous silence le fait que des sociétés étrangères venues de Chine, d'Europe comme d'Amérique ou d'ailleurs viennent acquérir des hectares et des hectares de terre en Afrique. Sans compter maintenant le fait que, au niveau même des peuples d'Afrique, il y a toute une lutte pour le contrôle de la terre. Et donc, quand le jeune historien va sur le terrain pour enquêter, quelquefois il y a un mensonge éhonté à cause de la question de l'antériorité sur l'occupation du sol. Certains informateurs vont faire croire que leurs ancêtres ont été les premiers à habiter le territoire. Or, il n'en est pas ainsi. Ils peuvent dire ça parce que ils ne veulent pas révéler souvent le nom des véritables ancêtres qui ont occupé le sol et qui en fait
sont les ancêtres d'un autre groupe qui les a précédés sur la terre. Ils peuvent mentir parce que ils ont le pouvoir politique du moment. Voilà. Ils exercent l'autorité du moment. Ils peuvent mentir. Si bien que le jeune chercheur qui n'est pas averti peut se laisser avoir. Alors, il n'aura pas la vérité historique. Or, la vérité historique, c'est ce que veut l'historien. L'historien est serviteur de la vérité historique. Je me répète, l'historien est serviteur de la vérité historique. C'est la vérité historique qui guide l'historien. La vérité des faits historiques. Or, il peut se laisser tromper ainsi parce que des informateurs ont donné des informations fausses. C'est pour cela que je dis aux étudiants, quand vous partez enquêter sur le terrain et que des informateurs vous donnent des informations, ne prenez pas ce que ces informateurs disent comme parole d'évangile. Non. Il faut considérer ces informations que cela donne comme une matière première. C'est une matière première que vous allez exploiter, que vous allez apurer, que vous allez analyser. C'est à la suite de vos analyses, de la confrontation des sources, etc., que alors vous pourrez tirer vos conclusions. Mais il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que les informateurs disent. Et donc, la question de l'antériorité sur l'occupation du sol, de la préséance donc sur le sol, parce que quelquefois cela donne droit à la préséance sur le sol. Pour contourner cela, ne venez pas et ne posez pas la question quels sont ceux qui ont été les premiers groupes à habiter le territoire. Il ne faut jamais poser cette question. Jeunes chercheurs en histoire, je vous dis, il ne faut jamais poser la question comme ça à brûle pour point. Quels sont ceux qui se sont installés le premier dans le village ou quels sont ceux qui se sont installés les premiers sur le territoire? Non, ne posez pas cette question-là. Si vous voulez avoir des informations fiables sur cette question, écoutez-moi bien, voilà comment il faut procéder. Vous leur demandez quels sont les esprits ou quel est l'esprit qui fait l'objet de culte dans le village ou sur le territoire. Ça peut être un culte dédié soit à une rivière, à un marigot, à un fleuve, à une montagne, à une colline, à un arbre, à la terre de façon spécifique, etc. Quand ils vous diront c'est tel groupe particulier qui fait le rituel et qui fait les offrandes concernant ces esprits-là, vous savez immédiatement qui est venu le premier sur le territoire, qui est le premier à créer le village. Vous savez pourquoi? Parce que presque partout en Afrique noire, quand les êtres humains venaient pour s'installer sur un territoire ou une portion de sol, ils devaient d'abord obtenir la faveur des esprits tutélaires de la zone, ou des esprits tutélaires du territoire, ou des esprits tutélaires de la zone où ils veulent créer le village. C'était comme ça. Donc, les Africains, les Noirs, procédaient toujours de cette façon-là. Oui. Et spécifiquement concernant les Akans, des médiums, ce qu'on appelle les prêtres traditionnels, c'est-à-dire les Komfo, les Komians ou les Komis, entraient en transe et entraient en contact ainsi avec les esprits ou l'esprit tutélaire de la zone. C'est l'esprit tutélaire qui leur dit, si vous voulez vivre en harmonie et en communion avec moi, voici mes interdits. Voici comment pratiquer mon culte, etc.
C'était comme ça. Presque partout en Afrique noire, c'était comme ça. Si bien que très souvent dans nos régions, les jours qui étaient dédiés au marché, que ce soit lundi, mardi, mercredi, selon les régions, c'est que ce jour-là, c'est le jour de l'esprit tutélaire de la zone. Oui. Dans ce cas, les gens ne peuvent pas aller faire des activités économiques comme aller au champ ou à la pêche, etc. Parce que ce jour-là est dédié au culte de cet esprit tutélaire-là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qu'on appelle les jours de marché en Afrique, là, souvent c'était le jour dédié en ce lieu-là à l'esprit tutélaire de la zone. C'était comme ça. Donc quand vous posez la question aux informateurs, quel est l'esprit qui fait l'objet de vénération ici? L'esprit tutélaire qui fait l'objet de vénération, ils vont vous dire, bon, c'est tel esprit. Vous demandez maintenant, quels sont ceux qui sont chargés de faire le rituel et de rendre le culte à cet esprit-là? Dès qu'ils vont vous dire, c'est tel groupe ou c'est telle famille, vous savez immédiatement que c'est cette famille-là ou ce groupe-là qui s'est installé en premier. Vous n'avez pas besoin, alors, vous n'avez pas besoin de leur poser la question, qui est venu en premier? Non. Parce que ça, ce sont des questions qui fâchent. Ce sont des questions qui fâchent. Donc, chers étudiants qui allez sur le terrain pour enquêter, notamment vous qui faites l'histoire africaine, donc je vous donne cette technique-là. Posez la question sur ceux qui sont chargés du rituel. Oui. De l'esprit tutélaire de la zone. Il arrive aussi, Dieu merci, que certains groupes reconnaissent qu'eux, ils sont venus plus tard. Quand c'est comme ça, si eux-mêmes ils vous disent, nous on est venus, quand on est venu, bon, on a trouvé d'autres personnes, etc. Si eux-mêmes ils vous le disent, bon, c'est tant mieux. C'est comme on le voit au Burkina Faso actuel, les Mossé, ce qu'on appelle les Mossé. Au sein des Mossé, ceux dont les ancêtres sont venus du Mampoursi, qui est une région qui est au nord du Ghana actuel, le Mampoursi. Parce que les Mampoursi vont se scinder en trois groupes. Il y a les Mampoursi, il y a les Dagomba et puis il y a les Nanumba. Mais c'est du Mampoursi que des cavaliers sont venus dans ce qui va être le pays Mossé, au Burkina Faso actuel. Et quand ils sont arrivés, ouais, ils ont trouvé des populations sur place auxquelles on a donné le nom générique de Niocé. De Niocé. Ouais. Et justement, ce sont ces Niocé-là qui font les cultes liés à la terre, les cultes liés aux esprits de la terre, etc. C'est eux qui le font. Vous voyez? Par exemple, on sait qu'en général, les Ouedraogo font partie des Mampoursi qui sont arrivés sur ces terres-là, où va, je peux dire, naître le peuple Mossé. Vous voyez? Mais les Savadogo font partie des Niocé, c'est-à-dire des populations qui étaient dans ces zones-là, que par exemple, ceux qui sont venus du Mampoursi sont venus trouver en place. Quand c'est comme ça, c'est facile. Oui. En pays Mossé, les Niocé sont reconnus comme, disons, ceux qui font le culte rendu à la terre. Donc, ils sont les premiers occupants du sol. Notamment en pays Akan, quand les Bono ont été vaincus par les Ashanti en 1722, certains Bono sont allés beaucoup plus à l'est. Le Bono est une zone qui est juste au nord de l'Ashanti. Voilà. Au nord de l'Ashanti. Certains Bono donc sont allés beaucoup plus à l'est. Et ils ont créé un royaume là-bas qu'on appelle le royaume de Abéassé. Mais quand vous enquêtez dans la zone d'Abéassé, dans la chefferie ou le royaume d'Abéassé, mais ceux qui sont venus du Bono, ils reconnaissent. Là, c'est déjà reconnu. Quand c'est comme ça, là, c'est facile pour le chercheur qui vient enquêter. Ils reconnaissent que quand ils sont arrivés dans la zone de l'actuel Abéassé et d'Ateboubou, ils ont trouvé des Gouans. Bon, les Gouans sont considérés comme des populations proto-Akan. Hein. Mais beaucoup même de groupes Akan-Lagunais ont des ancêtres Gouans. Il faut savoir cela. Beaucoup de groupes Akan-Lagunais de Côte d'Ivoire, là, ils ont des ancêtres Gouans.
Donc, ils ont trouvé les Gouan Nchumuru. Si bien que les cultes rendus à la terre, ce sont les Gouan Nchumuru qui le font. Si bien que les chefs Gouan Nchumuru ont le titre de Assasiwura. Assasser la terre, Wura, maître. Donc, ça dit les maîtres de la terre, ça dit les propriétaires de la terre, en fait. Les maîtres de la terre ou les propriétaires de la terre. Parce que c'est eux qui sont chargés d'officier les rites, les rituels qui concernent le culte rendu à la terre. Quand c'est comme ça, c'est très facile pour les chercheurs, ça ne pose pas de problème. Comme je l'ai indiqué en pays Mossé, et comme je l'indique présentement dans la zone d'Abéacé. Mais ce n'est pas malheureusement toujours le cas. Moi, j'ai été confronté à un problème. J'ai appris et j'ai su qu'à Grand Bassam, il y avait un petit conflit d'autorité entre les Abouré Ehé de Mossou et puis leurs frères Nzema qui sont au quartier dit quartier France. Et certains informateurs enfin pas certains informateurs, mais certains journalistes ou des gens qui voulaient en savoir un peu plus sur l'occupation du sol dans la zone des Grands Bassins m'ont approché, m'ont dit, professeur Alou, on a appris que tu es professeur d'histoire, tu es spécialiste des peuples de civilisation à Caen, de leur histoire. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe à Grand Bassam, quels sont ceux qui ont été, disons, les premiers occupants du sol. Je leur ai dit la vérité historique que je sais. Je leur ai dit. Au lycée de Bassam, il y a un ruisseau qui passe derrière le lycée de Bassam. Il y a un ruisseau qui coule derrière le lycée de Bassam. Et qui passe même sous un petit pont après le lycée. J'ai été moi-même élève au lycée de Bassam. Et j'ai enseigné aussi au lycée de Bassam. Je leur ai dit, ce ruisseau-là, qui est pratiquement à l'entrée de la ville de Grand Bassam, là. Moi, élève, j'ai été témoin d'un événement. Et comme enseignant aussi, j'ai été témoin de cet événement encore, de ces mêmes événements. Il y a des moments de l'année où on ne peut pas faire cours. Les élèves entrent en transe. Ça peut durer des semaines. Et ça pose problème. Mais qui est-ce que le proviseur et les autorités du lycée allaient voir? Ils allaient voir les Abourés de Mossou. Ils allaient voir les Abourés de Mossou. Et il y avait un groupe spécifique au sein des Abourés de Mossou qui venait faire le culte pour calmer l'esprit de ce ruisseau-là, l'esprit qui est dans ce ruisseau-là, pour que les cours puissent se faire au lycée de Bassam. Et quand ils viennent faire, quand ils font le rituel, le sacrifice et tout ça, après, les trans s'arrêtent. D'ailleurs, même, je me souviens, paix à son âme, le proviseur Bakayoko Nombo, qui, pour que son lycée puisse fonctionner tranquillement, était obligé de donner l'argent pour le mouton et pour les rites, etc., à ceux qui sont chargés, à ces abourés de Hérègue, qui sont chargés du rituel, pour calmer l'esprit du ruisseau. Il le faisait, mais à un moment, mais il en avait marre. Il dit, mais écoutez, je ne vais pas chaque fois prendre, parce qu'il était musulman, il dit, je ne vais pas prendre chaque fois mon mouton de Tabaski pour le donner à ceux-là. J'ai été témoin de ces événements. Donc, j'ai dit, moi, ce que je sais, des enquêtes que j'ai menées, de ce que je sais, il y a non seulement cet événement qui montre que les Ehé de Mossou ont précédé les Nzema, mais de ce que je sais aussi, des enquêtes que j'ai eu à faire en pays Irotile, en pays Bétibé, et des documents écrits, même au sein des Abourés Ehé, c'est un clan spécifique qui est venu dans cette zone-là. C'est le clan Moro. C'est le clan Moro. D'ailleurs, c'est eux qui ont appelé la zone Al-Sam, qui en langue abourée veut dire le couchant. L'ouest, le couchant. Qui est devenu... Bon, quand les marchands européens arrivaient dans la zone avec leurs navires, etc., ils ont entendu Al-Sam, c'était trop difficile à prononcer pour eux. Donc, ils ont dit Abassam.
Al-Sam est devenu Abassam, puis ensuite Grand Bassam. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est cela. Donc j'ai donné ces informations-là. Mes parents, Nzema, certains m'en ont voulu. Ils m'ont dit, mais professeur Alou, nous on a appris que tu es Nzema et puis tu parles contre nous. J'ai dit, mais moi je ne parle pas contre vous. Je ne parle contre personne. Mais je parle pour la vérité historique. Et puis ce n'est pas parce que ma mère est Nzema que je vais travestir l'histoire. Jamais. Jamais je ne le ferai. Même un couteau à la gorge, je ne le ferai pas. Parce que je suis serviteur de la vérité historique. Je suis serviteur de la vérité historique. Les événements que j'ai vécus même en tant que lycéen me prouvent déjà que les Abouré étaient là avant les Nzema. Moi, ma famille maternelle est établie à Azureti, qui fait partie de la commune de Grand Bassam. Azureti. J'ai encore des parents. Et même aussi, même au quartier France, j'ai des parents qui sont là-bas. Mais c'est la vérité historique qui m'intéresse. Et puis vous venez m'accuser, mais vous oubliez un fait. Quand les Nzema arrivaient dans la zone, qu'est-ce qui s'est passé? Chez les Akans, il y a ce qu'on appelle les matriclans, les 7 matriclans. Quand les Nzema arrivaient, ils se liaient aux matriclans des Abouré qui correspondent à eux, leur matriclan. Je prends un exemple simple. Quand des Nzema du matriclan Ndouafo, c'est-à-dire le matriclan qui a pour symbole le feu et le chien venaient, ils s'attachaient au matriclan Asokopoué qui chez les Abouré correspond à la famille Asokopoué qui a pour symbole aussi le chien et le feu. Et puis ainsi, les Asokopoué donc accueillaient les Nzema Ndouafo et les cédaient des terres. C'était comme ça. Vous voyez? La famille, le matriclan d'Nzema qui est Ezohilé, vous voyez, qui a pour symbole l'eau, le chat, etc., s'attachait à qui? À la famille correspondante qui, chez les Abouré, est appelée Samandjemle, parce que c'est le même matriclan. Et puis ceux-là aussi, c'est Samandjemle, leur cédé des terres. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. La famille que les Nzema appellent Mafole ou bien Asamangema s'attachait à leur frère Abouré qu'on appelle Moro. Et puis ceux-là les cédaient des terres. Donc, ils ont vécu en toute fraternité. En toute fraternité. Et même dans Moussou, il y a beaucoup de familles aujourd'hui Abouré mais dont les ancêtres sont Nzema à l'origine. Et puis il y a eu de nombreux brassages, des mariages, des alliances matrimoniales entre Nzema et Abouré. Moi, je sais tout ça là. Et vous voulez que moi, j'entre dans vos disputes et vos querelles et vos palabres qui vont entraîner du sang versé? Jamais je ne vais participer à cela. Maintenant, si vous voulez me rejeter pour ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est votre affaire. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est votre affaire. Donc, j'ai été véridique avec eux. Vous voyez. C'est pour dire que la question de la présence sur le sol aujourd'hui pose problème. Donc, quand vous allez enquêter sur le terrain, chers étudiants, chercheurs en histoire, suivez mes conseils. Suivez ce que je vous ai dit. Mais regardez, même aujourd'hui, les Essoumans qui sont à Assini Mafia, ils se disputent des terres avec les Éotiles, et notamment ceux qui sont dans la zone de Etuske. Qui, en langue Éotile et Bétine, est appelé Etchou-Siré. C'est-à-dire que c'était un endroit où on exploitait l'or. Etchou, exploiter, et Siré, l'or. Mais pourtant, on le sait très bien. Quand les Essoumans sont arrivés, fuyant la zone du pays Nzema, parce qu'ils étaient en guerre contre les Adjomolo, mais ce sont les Éotilés qui les ont reçus. Qui d'ailleurs les ont installés même sur l'île d'Asoko Monobara, parce que l'île s'appelait Monobara, mais quand les Essoumans sont arrivés, ils se sont installés dans la zone, dans la portion de l'île qu'ils ont appelée Asoko. Parce que Asokone est le nom de leur ancêtre, l'ancêtre du matriclan Azangoulé. Oui. Si bien que même en Ashanti, ce lignage est appelé Kona Asokore. On l'appelle Kona Asokore, on l'appelle aussi Assene. C'est pour ça que leur localité est appelée Assini. C'est aussi un des noms du matriclan royal des Essoumans. Et quand ils sont venus,
Ils étaient comme ils étaient 70 personnes. Oui. Mais aujourd'hui, à cause de l'importance du sol et de la terre, il y a des frictions entre eux et puis certains groupes éotiles qui sont notamment vers Etusquet. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que la question de l'antériorité sur l'occupation du sol pose problème. Ça crée des conflits. Or, si les ancêtres se sont entendus pour vivre en bonne intelligence, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la terre a tellement pris de la valeur, parce qu'aujourd'hui, la terre est privatisée, parce qu'anciennement, les ancêtres, ils n'ont pas cette vision européenne qui veut que la terre, là, c'est une propriété privée. Non. La terre appartient à Dieu, à l'esprit de la terre et aux ancêtres. Donc, les êtres humains qui vivent là, ils n'en ont que l'usufruit. Ils n'en ont que l'usufruit. Ils n'en ont que l'usufruit. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, puisque la donne a changé, maintenant, on fait des palabres à cause de la terre. Quelquefois même, on s'entretue. J'ai bien peur que la vidéo ait été trop longue, mais je voudrais dire aux étudiants qui vont enquêter sur le terrain, voilà, sur les différentes séquences des groupes qui se sont installés, de tenir compte des conseils que je leur donne. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody. C'est un quartier de la ville d'Abidjan, une ville qui fait partie de la Côte d'Ivoire, un pays lui-même situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée.